Bientôt la toute première rentrée de ton loulou en maternelle. Oui, la grande rentrée à l'école. Et il y a plusieurs questions que tu te poses. Tu trouveras certaines réponses dans l'épisode 5 du podcast. Et aujourd'hui, je te laisse écouter cet épisode qui sera très intéressant pour que la rentrée de ton enfant se passe au mieux. Belle écoute à toi. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, vous écoutez l'épisode 17 du podcast Les Petits Plus Zen. Nous allons parler aujourd'hui de la séparation, qui est le premier objectif que nous nous posons dans le dispositif des moins de 3 ans, mais que beaucoup de collègues aussi se mettent dans une petite section classique, comme je vous l'ai présenté dans les épisodes 13, 14 et 15 du podcast. S'appuyer sur d'abord une connaissance de l'enfant permet de voir un peu quel est l'enjeu de cette séparation. Si vous avez un petit peu fait des recherches sur la théorie de l'attachement de John Bowlby, vous savez que cette théorie de l'attachement, elle a été définie sous 4 profils que je vais vous résumer assez brièvement, qui est donc le lien entre la personne la plus référente pour l'enfant, c'est souvent la mère mais pas forcément. Donc ce lien d'attachement, il va être lié à une sensation que l'enfant est pris en compte, qu'il est en sécurité, qu'il va pouvoir explorer son environnement de façon apaisée, de façon autonome, en se disant que la figure d'attachement, donc la mère, qu'elle va pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant. Donc dans cette relation sécurisante, la mère réagit directement aux besoins de l'enfant, elle se montre assez sensible, à l'écoute, elle a des réactions cohérentes et stables et elle soutient l'enfant dans son développement. Donc ça, c'est la relation qu'on va essayer de tendre vers. On va essayer d'avoir comme objectif cette relation sécurisante. Des fois, vous m'entendez parler de la notion de sécure, que l'enfant se sente sécure dans l'école. Donc c'est cette relation-là qu'on va essayer d'atteindre. Pour atteindre cette relation-là, je vais vous donner quelques activités qu'on fait en classe et je vais aussi vous donner quelques activités que vous pouvez faire à la maison et qui vont renforcer ce lien d'attachement sécure. Je vous parle un tout petit peu des 3 autres profils qui ont été mis en place. Donc il y a aussi le profil d'évitement où l'enfant expérimente un petit peu la distance en fait avec sa mère, qui se montre un petit peu sans réaction, qui ne l'accompagne pas forcément dans ses émotions, parfois qui peut le rejeter ou le critiquer, qui a des émotions elle-même, la mère un peu de colère, qui va plus vers la punition. Donc l'enfant se sent un peu rejeté, isolé, il développe un peu de stress et de peur de l'inconnu, du monde extérieur, et pourrait se replier, pourrait se dire que finalement sa figure d'attachement n'est pas capable de subvenir à ses besoins. Donc cette relation d'évitement, elle est triste à constater pour le jeune enfant, surtout qu'elle risque de s'installer pour le reste de sa vie et qu'il reproduise avec son milieu professionnel, son milieu personnel, son milieu amical, cette relation d'évitement. Troisième profil, une relation ambivalente entre la figure d'attachement et l'enfant. L'enfant éprouve du stress, ne se sent pas tout à fait en sécurité, il a un comportement plutôt agressif, plutôt antisocial, parce que sa mère en fait ne réagit pas de façon cohérente. Parfois elle est indifférente à ses besoins, parfois elle est sensible à ses besoins. Il y a une espèce de balancier qui s'installe entre la figure d'attachement et l'enfant, et il se sent un peu abandonné émotionnellement, il contrôle du coup moins son impulsivité, il ne trouve pas ça très juste qui est des jours oui, des jours non, et il ne peut pas en fait compter sur la figure d'attachement pour subvenir à ses besoins. Et le dernier type de la théorie de l'attachement, c'est une relation désorganisée.
avec une figure d'attachement excessive, qui réagit de façon imprévisible, qui a plusieurs troubles peut-être d'addiction, qui fait peur à l'enfant, qui crie, qui peut exercer une certaine violence aussi. Et du coup, l'enfant se recroqueville, a peur, est triste, cherche la sécurité chez d'autres figures qui pourraient ne pas être bienveillantes. Il a une faible estime de lui-même, il est à la fois passif et en colère. Donc on a des troubles du comportement intérieur et extérieur qui se manifestent parce qu'il est dans une confusion totale. Il ne sait pas quelle est la personne à qui il peut faire confiance, quelle est la personne qui va le rassurer et l'aider à grandir. Donc bien entendu, on rêverait tous d'être dans une relation sécurisante avec son parent. On rêverait tous que nos enfants se sentent dans une relation sécurisante avec nous-mêmes. Nous, en tant que professionnels de l'éducation, on est aussi dans cette intention de faire le mieux possible pour que l'enfant se sente rassuré en notre présence, qu'il sente qu'on est là pour subvenir à ses doutes, à ses angoisses et à ses émotions. On en parle souvent dans ce podcast. Donc maintenant, je vais vous définir un petit peu ce qu'on mettait en place dans la classe, que ce soit la classe des moins de 3 ans ou que ce soit d'autres classes, puisque mes collègues ont aussi cette intention, pour que l'enfant se sente vraiment en sécurité et protégé par rapport à la survie. Cette hétérogénéité que l'enfant ressent, je vous en ai parlé sur le jour de la rentrée, elle peut s'installer durablement, puisque le temps qu'il se familiarise avec tous les copains de la classe, avec tous les adultes, avec toutes les activités, pour l'instant, les éléments restent hostiles. Donc il n'est pas en sécurité complète, il est dépendant de l'adulte référence, de celui qui a récupéré l'autorité par transfert du parent le jour de la rentrée. Et il se dit, bon, je vais voir si cet adulte dans la classe va répondre à mes besoins régulièrement, va être là pour moi en cas d'interrogation. C'est un peu comme si l'enfant se disait à qui je peux me fier, qui va m'aider et qui va être ma source d'information, de compréhension, de sens, en quelque sorte, qui va poser les limites pour que je sois bien en sécurité et que je puisse survivre. Donc on va essayer de poser des passerelles évidemment de verbalisation, de sens, vous m'avez entendu en parler dans l'épisode 11 et 12, pour que l'enfant se dise quoi qu'il arrive, je vais pouvoir réagir. Si c'est quelque chose de nouveau, je ne suis pas forcément en danger. Et ça, c'est une nuance sur laquelle on va revenir souvent, parce que je mettais en place dans le dispositif vraiment une proximité avec chaque élève pour qu'il n'y ait pas trop de nouveautés et qu'il n'y ait pas trop d'imprévisibles et d'inconnus, même si l'imprévisible et l'inconnu a souvent une place dans la collectivité, puisqu'on ne peut pas tout maîtriser. Donc en classe, pour appréhender un peu cette séparation, cette figure d'attachement sécurisé, on a d'abord fait beaucoup de verbalisation sur la singularité de chaque enfant. Donc nommer chaque enfant, voir un peu ses habits, ses goûts, ses activités préférées. Ça n'a l'air de rien, mais en fait, le fait d'admettre que chaque personne autour de lui est différente, que chaque personne autour de lui est aussi valable que lui, ça lui permet, par comparaison de l'altérité, de se dire « Ah, mais moi, je ne suis pas obligé d'être pareil que tout le monde pour exister, j'ai aussi ma propre valeur en tant qu'être unique et singulier. » Donc ça renforce à la fois l'estime de lui et à la fois la confiance dans la personne et le groupe. Dans une autre intention, on a aussi exprimé tous les événements qui vont lui arriver dans la classe, l'intéresser à d'autres choses que sa vie personnelle, donc le sortir un peu de son égocentrisme naturel qui est lié à son développement. On va lui apporter d'autres livres, d'autres mots, d'autres lexiques, et on va le sortir du coup de sa zone connue, de sa zone de confort. Et tout ça, ça va l'aider à se séparer en fait de ses habitudes et à se séparer aussi de ce qu'il connaissait avant. Petit pas après petit pas, on va l'amener vers de l'inconnu, en confiance. Et comme il va se sentir en confiance, il va accepter d'aller dans une zone inconnue et inconfortable. L'inattendu, ça peut être par exemple le souffleur de feuilles qui très régulièrement débarquait pendant qu'on était en séance. Et comme c'est un bruit de moteur, vous connaissez sans doute, il y a beaucoup de mairies qui utilisent ça. Donc c'est à la fois un gros moteur d'aspirateur pour souffler les feuilles sur les trottoirs. Et quand on avait la personne qui faisait ça dans la cour juste à côté de nos fenêtres, les premières semaines, les petits étaient apeurés par ce gros bruit, par cet homme avec le casque, avec les lunettes de protection. Donc ça faisait une irruption dans la sérénité, dans la sécurité de la classe qu'il fallait verbaliser, désamorcer et raccrocher à quelque chose de connu. Donc souvent, je donnais l'idée de l'aspirateur de la maison, qu'ils connaissent sans doute. Donc c'est comme un aspirateur de la maison. Le monsieur, il est là pour nettoyer, il n'est pas là pour attaquer. Donc vous voyez qu'en posant des mots,
on réduisait la zone de stress, on réduisait la zone de peur. Et je rajoute aussi l'idée qu'en voyant ma tête, les enfants se sentaient sécurisés puisqu'ils se disaient « la maîtresse n'a pas peur, la TSEM n'a pas peur, c'est donc ce danger est relatif. Moi, ça m'a déclenché un feu de peur parce que ce bruit, je ne le connaissais pas, parce que cet homme qui tient le souffleur de feuilles, je ne le connaissais pas. » Mais on désamorce par le langage, par la précision des mots et aussi par le visage, puisque par neurones miroirs, ils se disent « bon, la maîtresse est calme, la maîtresse n'a pas un comportement de danger, ça veut dire que je peux me rassurer et je peux continuer mon activité malgré ce bruit, malgré cette irruption inconfortable dans mon quotidien ». On a aussi fait prendre conscience de toutes les capacités intérieures de chaque enfant, de son identité, de ses valeurs, de tout ce qu'il sait faire tout seul. Ça l'aide à la fois à grandir pour lui-même, mais vous voyez que ça va aussi donner un sens à la séparation. Ça veut dire que s'il se sent capable de faire des choses tout seul maintenant, comme s'habiller, comme aller aux toilettes, comme s'essuyer, comme prendre un mouchoir, comme jeter des objets, comme il se sent grandir, comme il se sent autonome, il va pouvoir petit à petit accepter des séparations plus difficiles en se disant mais en fait je peux survivre sans ma figure d'attachement. Je peux survivre sans maman, je peux avoir une vie indépendante. Et on en revient au type 3 ou 4 dont on parlait sur le jour de la rentrée dans l'épisode 13. Ça se donne dans les deux sens. Bien entendu, c'est l'adulte qui autorise l'enfant à se sentir indépendant et autonome. Mais si l'adulte lui-même n'est pas prêt à faire cette indépendance et cette autonomie, ça peut créer le petit conflit de loyauté dont je vous parlais dans l'épisode. On l'aide aussi à être en pleine conscience donc de son autonomie, la rayure verte et la rayure jaune mélangée, donc la rayure d'autonomie et la rayure d'identité. Ça veut dire qu'en posant des mots dessus et en lui faisant ressentir en fait cette fierté de faire tout seul, cette fierté de connaître ses valeurs, ses limites, ses envies, ses goûts, ses besoins, à la fois, il peut se dire puisque je sais tout ça, je me lance dans une activité nouvelle, je me lance dans un nouveau projet, dans un nouveau défi. Et finalement, on leur donne le goût de se lancer, on leur donne le goût d'entreprendre, en quelque sorte, en leur faisant confiance et en leur révélant, en explicitant toutes leurs compétences, leurs talents et leurs réussites. Donc ça, ce sont des données précieuses sur tous les accompagnants. Je pense qu'en crèche, c'est la même chose. Je pense qu'un éducateur, c'est la même chose. Les gens qui accompagnent en fait une personne vers l'autonomie dans plusieurs professions vont exécuter ces mêmes étapes, de rendre conscient les talents et les réussites de la personne et ensuite de lui proposer en toute confiance, en accompagnement, de se lancer dans un nouveau projet ou de révéler ses potentiels vers un nouveau projet. C'est valable aussi pour les adultes, c'est valable aussi pour les coachs, que ce soit coach de vie, coach parental. L'idée, c'est de révéler à la personne qu'il est capable qu'il a tous les atouts en main pour se lancer. Par rapport aussi aux outils qu'on utilisait en classe, je vais revenir sur quelque chose que vous pouvez faire à la maison, qui est vraiment de prendre soin de la parole qu'on donne aux enfants. Ça veut dire que si on lui dit « je reviens te chercher ce soir », et que c'est effectivement vous qui revenez le chercher ce soir, l'enfant prend conscience que la parole que vous avez donnée est la réalité, est sa vérité à lui. Parce que si on lui dit quelque chose du genre « oui, après on ira au parc » et que finalement on ne va pas au parc, sans réexpliquer pourquoi, sans réexpliquer que les circonstances ont changé, on en parlait dans l'épisode de verbaliser, l'enfant commence à prendre moins l'importance de votre parole et de se dire, un peu comme une promesse qu'on donne à quelqu'un, si on est déçu une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, à un moment, on ne sait plus si on peut faire confiance à cette personne. Donc l'importance que quand on donne un message, quand on pose un mot, on essaye au maximum qu'il se réalise ensuite et qu'il soit tenu. Comme outil vraiment très 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 pratique, on utilise beaucoup aussi le coucou caché avec les tout petits, en collectivité aussi. Donc de prendre un foulard, de cacher un objet, de montrer à l'enfant que l'objet est encore là même si on ne le voit pas, de mettre un foulard sur la tête de l'enfant s'il est d'accord, en lui disant « Oh, mais t'es caché, je ne te vois plus, est-ce que tu es encore là ?» Et l'enfant, lui, il sait qu'il est encore là, mais il n'arrive pas à voir que quand on est caché, on existe encore. Et par ces petits jeux de coucou caché, de permanence de l'objet, de mettre un objet dans une boîte, d'ouvrir la boîte, de refermer la boîte, c'est répétitif, ça a une portée très symbolique pour l'enfant qui comprend que même un objet qui n'est plus devant son visuel, devant ses capteurs sensoriels, existe en dehors de ses capteurs, de ses 5 sens.
Donc ça, c'est une portée vraiment très importante que vous pouvez faire à la maison très vite, à partir de 1 an. Faire des petits coucous cachés avec les mains, avec un foulard, avec un objet, avec vous-même. Hein. Vous cachez derrière la porte et l'enfant vient vous trouver. C'est la base du cache-cache et ça a une répercussion sur l'attachement et sur la séparation, la gestion de la séparation pour un jeune enfant. On a aussi beaucoup de livres qui parlent de retrouvailles. Nous, on utilisait le livre Petit poisson blanc, beaucoup dans la classe. Donc c'est un petit poisson blanc qui est une figure facile à s'identifier pour les enfants qui, au début du livre, a perdu sa maman. Donc l'angoisse du petit poisson blanc, les enfants s'identifient tout de suite puisqu'ils ont dû laisser partir maman de la classe. Et ce petit poisson blanc va rencontrer d'autres animaux de la mer de différentes couleurs, vont voir que ces animaux ont l'air intéressants, ne sont pas dangereux, donc on en revient à cette notion de l'altérité. Et à la fin du livre, bien entendu, il retrouve sa maman, ouf, tout finit bien, les mamans reviennent toujours à la fin de la journée, ou les papas reviennent toujours à la fin de la journée. Donc c'est un support qui était vraiment très très précieux pour certains enfants. J'ai des enfants qui promenaient le livre dans la classe comme un talisman en se disant oui c'est comme dans le livre, maman va revenir, c'est comme dans le livre, à la fin ça finit bien. Vous voyez à quel point ça peut être porteur pour un enfant de se dire est-ce que je suis bien sûr que mon parent va revenir me chercher, est-ce que je ne suis pas abandonnée dans cette classe. Donc beaucoup de livres parlent de la séparation, essayez de voir s'il est adapté à l'âge et à la compréhension au lexique de votre enfant. Mais ce livre-là était vraiment un support. On l'utilisait pendant 3 semaines. Après, on l'utilisait aussi avec des petites figurines plastifiées, avec des petites marionnettes, avec des petits jouets, que l'enfant se dise « Ah, petit poisson blanc retrouve sa maman et tout va bien à la fin ». Pour l'aider aussi à appréhender la séparation, on a tout le domaine de la compréhension du temps, puisque à partir de 18 mois, vous pouvez commencer à expliquer à votre enfant que tout à l'heure, vous ferez ça, que hier, vous avez fait ça, que demain, vous avez prévu ça. Donc ces petits mots qui sont très très difficiles à comprendre pour un jeune enfant, plus vous allez le répéter dans un contexte, plus il va se les approprier, les ressentir, les organiser dans sa pensée, dans ses dossiers intellectuels dont je vous parlais la dernière fois. Et au bout d'un moment, la notion de tout à l'heure, la notion de durée, la notion de demain, la notion de cycle de la journée va s'installer dans son cerveau, il va l'affiner pendant 5 ou 6 ans. On peut considérer qu'un enfant jusqu'à 7 ans a encore une vision du temps qui est un petit peu floue, qui n'est pas encore complètement précise, mais à 2 ans, il peut comprendre que là, il va y avoir un long moment sans maman, et puis que maman reviendra dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, même s'il n'a pas le décompte des minutes, il comprend l'idée de durée. Et vous pouvez l'aider, par exemple, quand vous lancez la machine à laver, vous pouvez lui dire dans 1 heure, on reviendra, la machine aura fini. Ou quand vous commencez un film avec lui, vous pouvez dire ce film il dure 1h10, donc ça va durer assez longtemps. Posez les mots sur les durées pour qu'il puisse comprendre qu'une séparation dure, c'est la notion même de séparation. Et c'est valable aussi quand vous partez une soirée en amoureux, en couple, que vous le laissez à la babysitter. Vous pouvez lui montrer sur la pendule avec une gommette. Ce sont des pratiques qui sont assez répandues sur les réseaux. De mettre une petite gommette quand l'aiguille arrivera sur cette heure-là. Mais bon, vous prenez le risque que l'enfant soit collé devant la pendule à attendre que l'aiguille avance, parce que j'ai des élèves qui faisaient ça dans la classe aussi. Ou alors, plus simplement, quand vous vous éloignez, de faire un gros bisou, de laisser le petit cœur sur la main en disant « Je reviens tout à l'heure, je reviens dans 2 heures, je reviens dans 3 heures. » Tu es en confiance avec la personne. Rassurez-le sur cette figure d'attachement provisoire. Vous avez transmis votre autorité, votre pouvoir et votre protection, votre sécurité à l'intermédiaire d'une personne de confiance. Si c'était une absence de plusieurs nuits, peut-être un séminaire, une conférence ou des vacances loin de l'enfant, il y a aussi plusieurs techniques qui utilisent des sacs à bisous, des petites photos en disant le jour 1, maman pense à toi, le jour 2, maman pense à toi. Donc vous pouvez vous organiser avec le partenaire pour qu'il montre chaque jour une nouvelle photo en disant on se voit dans 2 jours, on se voit dans 1 jour, on se voit demain, comme un décompte pour que l'enfant puisse s'approprier la notion de temps. Sur les variables que vous pouvez aussi jouer pour vraiment sécuriser votre enfant et qu'on utilise aussi en classe, on va pouvoir utiliser beaucoup les photos. J'en parle de temps en temps sur les rooms. Cet album éco qu'on demande aux parents en début d'année
pour que, en cas de petit coup de blues, l'enfant aille chercher son petit album individuel personnel et puisse montrer papa, montrer maman, montrer sa copine, son copain, ses vacances. C'est un support en fait pour prouver que toutes ces angoisses vont s'arrêter. Il se dit, voilà, j'ai vécu des bons moments, ces gens-là existent encore, même si je ne les vois pas devant mon nez, j'ai au moins la photo. Et on en revient à cette notion que l'absence est réelle, physique, mais dans mon cœur, dans ma tête, les gens continuent à exister et c'est un moment passager. Je suis séparée des personnes que j'aime de façon passagère. Ensuite, il y a les objets transitionnels que vous connaissez, tétine, doudou. Donc c'est des objets qui servent à la même chose, à être le support en fait du parent et de la figure d'attachement. À travers l'odeur du doudou, il retrouve la maison. À travers le foulard de maman, il sent qu'il y a une partie de maman qui est là. C'est des conseils que vous entendez aussi pour l'aider au sommeil, pour l'aider à s'apaiser en pleine nuit. Donc c'est une continuité qu'on crée pour apaiser la séparation. Ce sont des substituts. À un moment donné, il va grandir et il n'aura plus besoin de l'objet transitionnel, il n'aura plus besoin de la tétine ou du foulard de maman. Mais en attendant, ça fait le travail d'individualisation, ça fait le travail de séparation. C'est nécessaire pour lui d'avoir ce petit objet près de lui pour matérialiser que la personne n'est pas morte, n'est pas disparue, existe encore en dehors de lui. On a des enfants qui utilisent vraiment ça comme un talisman toute la journée, qui restent collés à doudou, ne pouvant même pas le poser quelques secondes et ne supportant pas non plus qu'un autre enfant le touche. Un enfant qui toucherait ce doudou-là, c'est comme si on retirait une puissance à la maman, à la séparation, comme si on créait un manque et une insécurité directement. Donc par le langage, vous pouvez bien sûr réexpliquer que ce doudou, il est là, il pense à lui, la tétine, ça peut l'aider à s'apaiser pour la sieste, ça peut l'aider à penser à maman, à penser à papa, à penser à son petit chat, s'il aime beaucoup son petit chat. Donc en posant des mots, une nouvelle fois, il va pouvoir construire des références qui l'aident à appréhender l'absence de la personne, l'absence de l'objet. On utilise ces outils extérieurs, mais c'est en parallèle de la compréhension mentale du phénomène d'absence. Et puis, on va aussi beaucoup travailler avec le parent pour que les messages qu'on envoie en fait aux enfants en partant soient vraiment stables, cohérents et sécurisés. On en parlait dans l'épisode 14, beaucoup sur la posture du parent. Quand nous, parents, on est très au clair sur la séparation et que ça ne renvoie pas en nous à une insécurité, à une blessure, à une zone d'abandon et de rejet, c'est plus facile pour lui de vivre sa vie pleinement et de se lancer dans des nouvelles expériences, dans ce nouveau territoire dont je vous parlais, et d'accepter que provisoirement, on n'est plus là pour lui. Provisoirement, il est confié à une personne qui a la nouvelle autorité, que ce soit la maîtresse ou la référente de crèche ou la TSEM, et c'est par notre confiance intérieure, par notre rayonnement à nous de parents, qu'on va l'autoriser à vivre sa propre vie en dehors de nous. Donc le chemin se fait par un triangle, comme bien souvent je vous explique ça. Il y a le développement de l'enfant qui est en train de mûrir, qui est en train de maturer à son rythme. C'est difficile une séparation pour un jeune enfant. Il y a une autre pointe du triangle qui est la nouvelle autorité, donc l'enseignant ou la crèche ou le centre de loisirs ou la colonie de vacances. Ces moments où ils sont séparés de leur figure d'attachement permanente et où la figure d'attachement devient une chose à construire, une nouvelle personne référente à appréhender, à apprivoiser. Ça, c'est la deuxième pointe du triangle. Eux aussi ont cette part à faire de créer la confiance avec l'enfant, d'installer une horizontalité, d'installer du temps de qualité. Bien sûr, le tequila a toute sa place pour adoucir la période de séparation, puisqu'on va se mettre au plus près du besoin de l'enfant de sécurité, de sa rayure rouge, et à la fois on va créer pour nous une nouvelle relation, donc nous ça va surtout faire briller notre rayure orange. Et puis la dernière pointe du triangle, c'est le parent, donc la figure d'attachement principale qui accepte de déléguer, de transmettre son autorité à la nouvelle personne, et en ça c'est aussi une part du travail. Si les trois travaillent de concert, si les trois ont la même intention conjointe de créer une séparation sereine, de créer un lien d'attachement à trois, mais qui sera différent. Et je vais quand même mettre les pieds dans le plat aussi, parce que vous commencez à me connaître.
Il y a parfois cette notion de jalousie entre le parent et l'accompagnant ou l'encadrant, où la maman craint que l'enfant préfère cette personne-là. Donc si ça révèle en vous, si ça réveille une blessure intérieure, l'enfant peut la sentir parce qu'ils ont une intuition très forte, ils ont une intuition très fine, des petits conflits de loyauté qui s'installent comme ça. Donc faites vraiment la clarté en tant que parent sur êtes-vous au clair sur la séparation vous-même pour pouvoir lui donner les clés entières à lui, et faites aussi le plus confiance possible à l'autorité nouvelle, à l'institution nouvelle auquel vous avez confié votre petit, pour que les 3 pôles du triangle, pour que les 3 sommets du triangle travaillent en bonne intelligence et que la séparation soit pas réglée, mais soit bien avancée au bout d'un mois. Au bout d'un mois, l'enfant normalement est tout à fait capable de comprendre que non, il n'est pas abandonné par son parent, que non, il n'est pas en danger dans cette nouvelle structure et que lui-même a beaucoup de ressources pour appréhender ce nouveau continent et pour explorer son potentiel. Voilà, plein de pistes pour réfléchir à la séparation. Et bien entendu, je vous renvoie aux 4 profils de la théorie de l'attachement de Bowlby si vous voulez en savoir plus. Et si vous voulez aller plus loin avec moi pour travailler cette notion de confiance entre le parent, l'enfant et l'institution, vous pouvez bien sûr me rajouter sur les réseaux. Je vous souhaite un très bon temps en famille, un très bon temps de verbalisation et d'explicitation avec vos petits, surtout s'ils sont concernés par toute cette question de séparation. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite en tout cas un très bel été si vous écoutez ça à la sortie de l'épisode. Rajoutez-moi sur les réseaux pour échanger avec moi, pour bénéficier peut-être des offres qui pourraient vous aider dans votre parentalité. Vous pouvez vous abonner au podcast et envoyer un petit message aussi sur Apple Podcast pour voir en quoi ces épisodes vous aident, en quoi ce podcast vous aide. Moi, j'ai envie de vous accompagner sur tous ces thèmes-là. Choisissez vraiment l'offre qui vous convient pour retrouver un peu de sérénité pour vous, pour votre cheminée à vous et puis pour la vie de famille avec votre partenaire de vie, avec vos enfants. Je vous souhaite beaucoup de douceur et de paix autour de vos flammes agréables et je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.